L'Égypte mise sur un nouveau canal de Suez pour redorer son image. Le président Al-Sisi a inauguré hier le site d'un chantier prévu de longue date, mais mis à mal par l'instabilité du pays ces dernières années. Ancien chef d'état-major, il a précisé que l'armée serait responsable du projet. Le nouveau canal devrait mesurer 72 km et serait opérationnel dans 5 ans. Coût total plus de 4 milliards de dollars pour continuer à relier la mer Rouge à la Méditerranée, mais en augmentant le transit qui rapporte déjà près de 5 milliards de dollars par an. Ce chantier fait partie d'un projet bien plus vaste qui prévoit l'expansion du port et des installations commerciales de Suez. C'est aussi un coup de communication pour les investisseurs qui ont délaissé l'Égypte en raison de l'instabilité politique du pays. Le décès de Saïd Saleh, l'un des plus grands comédiens égyptiens. L'acteur est mort vendredi au Caire, il avait 76 ans. Né en 1938, il avait joué dans plus de 500 longs métrages, une carrière prolifique qu'il a également conduit sur les planches, où il a joué plus de 300 pièces dans la très célèbre École des Cancres, présentée pour la première fois en 1973. Licencié en littérature en 1960, Saïd Saleh, qui a survécu à une crise cardiaque en 2005, souffrait de la maladie d'Alzheimer. Il était dans le coma depuis jeudi soir. Hiroshima marque le 69e anniversaire de la bombe atomique. Des dizaines de milliers de personnes se sont rassemblées, parmi elles quelques survivants mais aussi des familles de victimes qui se sont figées à 8h15, l'heure précise à laquelle un bombardier américain frappait. Le bilan du séisme s'alourdit de nouveau en Chine. Plus de 589 personnes ont déjà péri lors du tremblement de terre qui a frappé dimanche le sud-ouest du pays. Plus de 2400 personnes ont également été blessées. Près de 230 000 ont été évacuées d'urgence. La secousse de magnitude 6,1 a touché une zone montagneuse de la province du Yunnan. Plus de 80 000 maisons se sont effondrées. Mais dans cette triste litanie, une lumière a jailli au milieu des décombres. Les équipes de secours ont réussi à retrouver une survivante, une femme de 88 ans. Une miraculée dont l'âge et ses 2-8 sont synonymes de porte-bonheur dans l'Empire du Milieu. Le mouvement contre le monument en hommage aux victimes de la Seconde Guerre mondiale prend de l'ampleur à Budapest. La Hongrie, représentée par un ange, y est attaquée par l'aigle nazi. Certains y voient une façon pour le pays d'oublier son rôle controversé dans l'histoire. Au second jour de trêve au Proche-Orient, les armes restent silencieuses. Les Palestiniens de Gaza rentrent chez eux. Nombre de foyers ont été détruits. La guerre a causé entre 4 et 6 milliards de dollars de dégâts et fait près de 1900 morts. Un bilan qui risque de s'alourdir. Les secours arrivent à présent dans des zones jusqu'ici pilonnées et découvrent de nouveaux corps. Seul espoir pour les survivants, la médiation égyptienne pour parvenir à un accord de paix. Nous faisons confiance à la médiation de nos frères égyptiens, explique ce membre de la délégation palestinienne au Caire. Nous espérons que leur position mènera à un accord arabe et international. Cela permettrait de faire pression sur Israël pour que l'État hébreu lève le siège de la bande de Gaza. Israël, qui a perdu 64 soldats et 3 civils, martèle pour sa part son impératif de sécurité. Nous ne voulons plus de roquettes, de tunnels de terreur. Nous devons nous assurer que le Hamas ne pourra pas reconstruire ses machines militaires terroristes. Sur le long terme, il faudra évoquer la démilitarisation de Gaza, explique le porte-parole du gouvernement israélien. Les islamistes du Hamas réclament, eux, la levée du blocus israélien qui étouffe l'économie de l'enclave dans laquelle s'entassent près de 2 millions de personnes, pour moitié des mineurs.
La Russie pourrait prendre bientôt des mesures de rétorsion contre l'Occident en réponse aux nouvelles sanctions européennes et américaines. Vladimir Poutine a demandé mardi au gouvernement de préparer des mesures de riposte. Le secteur aérien serait la cible. Plusieurs compagnies européennes pourraient se voir interdire le survol de la Sibérie et être ainsi contraintes à de longs et coûteux détours pour se rendre en Asie. L'information émane du quotidien économique russe Vedomosti. Air France, British Airways ou encore la Lufthansa pourraient être concernés par cette restriction. Cette mesure ferait directement écho aux sanctions européennes qui ont contraint la filiale low cost de la compagnie russe Aeroflot à suspendre tous ses vols. Mardi, l'action d'Aeroflot a perdu près de 6% à la bourse de Moscou. 36 ans d'attente, d'angoisse et d'espoir, et puis la délivrance et la joie immense. Estela Carlotto, la figure historique des grands-mères de la place de Mai en Argentine, a enfin retrouvé la trace de son petit-fils Guido, disparu pendant la dictature militaire entre 1976 et 1983. Aujourd'hui, j'ai mes 14 petits-enfants. La chaise vide ne l'est plus. Les cadres des photos sans lui ne le seront bientôt plus. Je l'ai vu, il est beau, c'est un artiste, un bon garçon. Il a cherché, il m'a cherché, comme nous l'avons cherché. Et comme je l'ai dit aux autres grands-mères, ils nous trouveront comme nous les avons trouvés. Ne vous découragez pas, on ne s'endort pas ici. Estela Carlotto ignorait la grossesse de sa fille, Laura, au moment de sa disparition. Laura fut torturée puis exécutée. L'espoir, toujours l'espoir pour cette inlassable militante. Au plus fort de la répression, elle a commencé avec d'autres femmes courageuses à manifester place de Mai en plein cœur de Buenos Aires devant le palais présidentiel pour réclamer aux autorités militaires leurs enfants ou petits-enfants disparus. Internautes, pensez à changer régulièrement vos mots de passe, à les diversifier et à les fortifier. Les pirates informatiques sont toujours plus performants. En témoigne ce que rapporte le New York Times. Le quotidien révèle qu'un groupe de hackers russes baptisé Cybervore aurait mis la main sur les noms d'utilisateurs et les codes d'accès de quelques 420 000 sites internet, soit plus d'1 milliard de mots de passe, leur ouvrant la porte de quelques 500 millions de comptes e-mail. Entreprises, grandes ou petites, et particuliers, tout le monde a été ciblé. Pour le moment, peu de données auraient été mises sur le marché et les pirates auraient surtout utilisé ces données volées pour des campagnes de spam sur les réseaux sociaux. Reste que cette intrusion pourrait être la plus vaste jamais réalisée. Selon le New York Times, le groupe de pirates basé en Russie, dans le sud de la Sibérie, serait composé d'une douzaine de personnes seulement, âgées d'une vingtaine d'années. La guerre des brevets n'aura plus lieu entre Apple et Samsung. Les géants américains et sud-coréens de la téléphonie mobile abandonnent leurs poursuites judiciaires réciproques en la matière, excepté aux États-Unis. Les plaintes pour violation de brevets se sont multipliées ces dernières années. La première avait été déposée en 2011 par Apple concernant celui de l'iPhone. Samsung avait alors répliqué en saisissant la justice dans 8 pays. Apple compterait en lançant des contre-feux judiciaires dans 5 d'entre eux. Si Samsung et Apple enterrent la hache de guerre et renoncent à tout contentieux, les deux entreprises maintiennent les poursuites en cours devant les tribunaux américains. La bataille continue aux États-Unis, donc, où le Sud-Coréen a déjà été condamné à verser des centaines de millions de dollars à l'Américain. Une deuxième affaire de dopage aux Jeux du Commonwealth. Amantle Mancho a été testée positive à la méthylhexanéamine, un stimulant interdit. La championne du monde 2011 du 400 mètres, tenante du titre aux Jeux du Commonwealth, avait fini 4e mardi du tour de piste. Le deuxième échantillon de la Botswanaise sera analysé lundi par un laboratoire londonien. Ce vendredi déjà, à Glasgow, une jeune haltérophile nigériane avait été privée de sa médaille d'or suite à un contrôle positif. C'est un coup dur pour la meilleure équipe de rugby du monde. L'international néo-zélandais Dan Carter sera indisponible pendant environ un mois à cause d'une micro-fracture de la tête du péroné. La Star des All Blacks manquera ainsi les 3 premiers matchs du tournoi des Four Nations contre l'Australie les 16 et 23 août, puis face à l'Argentine le 6 septembre. L'ouvreur avait repris la compétition mi-juin après une longue pause de 7 mois depuis la victoire des Blacks mi-novembre contre les Anglais à Twickenham. Une rencontre au cours de laquelle il s'était blessé à un tendon d'Achille. Si tout se passe bien, il pourra postuler pour affronter l'Afrique du Sud le 13 septembre.